Bon, alors écoutez, je vais, malgré ce bref délai, essayer de vous amener en voyage. En voyage dans le temps et dans l'espace. Voilà. Nous sommes au XIVe siècle, plus précisément au printemps 1312. Un bateau en provenance de Gênes, en Italie, vient d'essuyer une terrible tempête à l'entrée du port de Marseille. Parmi les passagers qui vont débarquer, encore tout étourdis par ce moment un peu intense, on remarque la présence de la famille Pétrarque. Il y a là Ser Petrarco di Parenzo. C'est un ami de Dante. Il a été durant de nombreuses années notaire à Florence. Il a été banni de cette ville parce qu'il est membre du parti Guelfe, une faction qui milite en faveur du pape, en lutte contre les Gibelins qui, eux, défendent les intérêts de l'empereur de Germanie. Il souhaite proposer ses services à Clément V, élu pape d'Avignon 7 ans auparavant. Il a appris que la cité d'Avignon recherchait, la curie recherchait des argentiers et des juristes. Donc il veut se rapprocher de la curie en disant, voilà, j'étais notaire à Florence et je me mets à votre service. L'accompagne Ellette, son épouse, et leurs deux enfants, Gerardo, Gérard, et Francesco, François. François Pétrarque est né 8 ans auparavant à Arezzo, en Toscane. Il va devenir le premier des humanistes. Il va participer à la fondation du mouvement de la Renaissance, notamment en matière littéraire et poétique. Et puis, dans de nombreuses années, il sera couronné prince des poètes à Rome. En attendant, la famille file vite sur les rives du Rhône à Avignon. Là, Ser Pétrarque trouve un emploi. On lui offre une charge de notaire à la cour du pape. Mais il est impossible de loger sa famille à Avignon. Je vous rappelle qu'Avignon, à cette époque-là, est à peu près de la taille de Monteux aujourd'hui. Il y a un peu moins de 15 000 habitants. Il n'y a pas de place. On ne peut pas héberger la famille et on propose à Pétrarque d'envoyer sa femme et ses enfants vivre à Carpentras. Carpentras, à l'époque, c'est un village qui a moins de 300 habitants. Il faut tout relativiser. Donc il s'installe à Carpentras dans une petite maison bien paisible. Et là, Gérard et François vont faire la connaissance d'un jeune gamin, fils d'une famille d'exilés, Guido Sette. Et ils vont lier une amitié pour la vie. Ils vont suivre les cours d'un précepteur, exilé lui aussi d'Italie, Convenevole da Prato. Cet homme va les réunir et va les former, les enseigner. Il va leur donner des cours de rhétorique et de grammaire. Et cette personne se rend compte que le jeune François a des facilités particulières. Et dès son jeune âge, il va lui faire apprendre, il va lui faire lire Virgile et Cicéron. Pétrarque dira plus tard, « Je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai été émerveillé par le charme et la sonorité des mots. » Durant ce passage à Carpentras, François et sa famille vont vivre deux événements assez singuliers. 2 ans après leur installation, eh bien, le collège des cardinaux va se réunir parce que Clément V vient de mourir. Et donc le collège des cardinaux se réunit en conclave à Carpentras. Il va y arriver une quarantaine de cardinaux dans une cité qui fait moins de 500 habitants. Et là, ces cardinaux vont se réunir pour élire le prochain pape, mais ça va très mal se passer, puisque la famille de Clément V, qui sont des Gascons, viennent mettre un peu la panique parce qu'ils souhaitent que tel cardinal soit élu plutôt qu'un autre. Et ça va tellement mal se passer que le conclave sera reporté à de longs mois par la suite à Lyon. Pendant ce séjour, Pétrarque et sa famille vont se rendre sur un lieu déjà emblématique, c'est Fontaine de Vaucluse.
Et donc, ils vont aller visiter ce lieu et le jeune Pétrarque va être marqué par la Sorgue et puis par cette vallée close. Et il reviendra des années après faire de longs et fréquents séjours. En attendant, Pétrarque est émerveillé par cette petite ville de Carpentras, au pied du mont Ventoux. Et des années plus tard, quand il sera vieillissant, il va écrire une lettre à Guy d'Ossète, vous savez, son compagnon d'école à Carpentras, qui est devenu à l'époque archevêque de Gênes. Et écoutez ce qu'il lui écrit en parlant de cette ville. Gardes-tu la mémoire de ces 4 années à Carpentras ? Quel bonheur, quelle sécurité, quelle maison paisible, quelle liberté dans la rue, que de joyeux loisirs par la campagne, et quel silence. Je crois que tu réagis comme moi. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir ménagé un espace de temps si tranquille. Mais la tranquillité se termine et le père de Pétrarque souhaite que ses 2 enfants, Gérard et François, aillent suivre des cours de droit à l'université de Montpellier. Bon, il souhaite qu'ils embrassent la même carrière que lui. Malheureusement, arrivé à Montpellier, Pétrarque n'apprécie pas du tout le droit et il va dire on passait nos journées à traiter de contrats et de prêts. Ce n'était pas son affaire. Lui, il commençait à écrire des poèmes et il commençait à lire les grands auteurs classiques latins. Ils vont rester 4 ans dans cette ville. Au bout de 4 ans, ils espèrent, les 2 frères, rentrer à la cour du pape à Avignon, mais le père exige qu'ils continuent, qu'ils approfondissent leurs études à Bologne, en Italie. Donc ils vont partir en Italie, mais là, Pétrarque, c'est trop pour lui, et il va passer son temps, puisqu'il sera loin du père, qui est à Avignon, et eux, en Italie du Nord, et il va passer son temps à aller voyager à Venise, à Rimini, à continuer à lire des auteurs classiques. Et, j'allais dire presque heureusement, un jour, ils reçoivent un message, le père est mort. Et aussitôt, ils bouclent leurs bagages et ils rentrent très vite à la cour à Avignon, pensant vivre une vie, à l'époque, à la cour du pape à Avignon, on vit une vie assez frivole et mondaine. Et là, il va rester quelques mois, et un matin, en allant à la messe, très tôt, à la chapelle Sainte-Claire à Avignon, il va croiser le regard d'une jeune femme éblouissante. Elle se prénomme Laure. Et il va tomber éperdument amoureux de cette personne. Malheureusement, Laure est déjà mariée et elle est mère de famille. Donc, il se rend compte que l'avenir avec cette fille ne pourra pas se faire. Il en est terriblement malheureux. Quelques mois plus tard, dépité, contraint, il va embrasser la carrière ecclésiastique. Il va recevoir les ordres mineurs et il va devenir chapelain. Il va être au service du cardinal Colonna. La famille Colonna était amie avec la famille Pétrarque. Et là, il est tellement bouleversé par tout ce qu'il vit, à la fois ce désir ardent d'avoir pu tomber amoureux de cette fille et en même temps ses aspirations spirituelles, il va souhaiter partir. Il va voyager dans toute l'Europe, notamment dans l'Europe du Nord. Il va visiter les ambassades. Il va se mettre en contact avec les intellectuels, avec les milieux culturels. Mais il est toujours épris de l'or. Il redescend, il revient vivre à Avignon. Et à ce moment-là, il va avoir une vie frivole. Ils vont vivre les soirées mondaines à la cour du pape. Et il n'est pas bien. Il se rend compte à quel point il y a un écart entre ce qu'il vit à Avignon et ce qu'il voudrait devenir. Il voudrait devenir capable d'un jour d'obtenir au ciel la vie éternelle. Il va comparer Avignon à Babylone. Dans la Bible, Babylone, c'est le symbole de la corruption et de la décadence. Vous voyez comment il juge Avignon. Et à cette époque, il va faire une autre rencontre décisive, mais non pas avec une belle jeune femme, mais avec un moine. Un moine qui s'appelle Dionigo, qui est moine au couvent de Borgo San Sepolcro, en Toscane. Et ce moine, qu'il rencontre à une époque où il est en plein tourment, va devenir son ami, son confident, son confesseur. Et il va lui dire à Pétrarque, écoute, quand tu vis des moments difficiles, il n'y a qu'une chose à faire, il faut te plonger dans les écrits de saint Augustin. Je vais te confier les confessions de saint Augustin, un petit opuscule,
Et chaque fois que tu vas être troublé, eh bien, tu vas lire une page et peut-être Saint-Augustin va te dire ce qu'il faut faire ou peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Et alors, la découverte des écrits d'Augustinien va bouleverser cet être à l'âme sensible. Et il va vivre une vraie crise mystique liée au conflit qu'il vit entre sa vie dissolue et ses aspirations, ses hautes aspirations spirituelles. Pétrarque est un lecteur des latins et il vient de terminer la lecture de l'histoire romaine de Tite-Live. Et dans cette histoire, il apprend que Philippe de Macédoine, le père de Philippe le Grand, a gravi quelques années auparavant le mont Émus, qui se trouve dans les Balkans, on dirait aujourd'hui, et qu'arrivé au sommet de cette montagne, il a embrassé d'un seul regard les rives de la mer Noire et les rives de l'Adriatique. Et ça le touche beaucoup. Il dit, mais moi, je vais monter au sommet du Ventoux pour voir le paysage que l'on aperçoit de là-haut. Il dit, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, puisque Philippe de Macédoine y est arrivé, lui. Et donc, il cherche un compagnon pour l'accompagner sur cette montagne. Il s'approche de personnes, les unes, il les trouve pas assez en forme. Il se rapproche de quelqu'un qui lui est proche, il le trouve trop grand. Et puis il envoie un autre, il le trouve trop gros. Puis après, il en rencontre un autre, il le trouve trop déprimé. Finalement, il demande à son frère, à Gérard, il lui dit, est-ce que tu ne viendrais pas avec moi? Je souhaite gravir le sommet du Ventoux. Gravir le sommet du Ventoux au milieu du XIVe siècle, quelle aventure! Et son frère lui dit, d'accord, je viens avec toi. Et alors, le 25 avril 1336, il quitte Avignon, alors se font accompagner par 2 serviteurs. Il faut dire qu'ils sont à la cour du pape. Ils se font accompagner de 2 serviteurs et ils vont dormir, passer la nuit dans une auberge à Malaucène. À Malaucène, le pape a ses habitudes l'été. Donc quand on est à Avignon, qu'on veut grimper au sommet du Ventoux, il y a peu de personnes, mais on ne part pas de Bedouin, on part de Malaucène. Donc ils dorment, ils passent la nuit à l'auberge, et le lendemain matin, assez tôt, eh bien, ils commencent l'ascension du Ventoux. Je vous répète, on est en 1336. Il n'y a pas beaucoup de sentiers. Il n'y a pas encore le parc naturel régional qui est venu pour arranger tout ça. Donc ils décident, et ça paraît la chose la plus intelligente, de suivre les drailles des bergers, puisqu'à l'époque, seuls les bergers sillonnent cette montagne. Et ils prennent une draille qu'on leur indique, et très vite ils rencontrent un vieux pasteur qui leur dit « Mais où allez-vous ?» Il leur dit « On va monter au sommet de la montagne. » Il dit « Surtout n'y allez pas. Quand on monte là-haut, j'ai le souvenir d'un jeune à mon époque qui est monté, on ne retire que regrets et fatigues. N'y allez surtout pas. » Et eux, au plus on leur dit de ne pas y aller, au plus ils ont envie d'y aller. Ils déposent leurs vêtements parce qu'il commence à faire chaud, ils disent qu'ils reprendront au passage au retour, et ils s'en vont. Et là, Gérard et les domestiques sont en bonne forme et ils attaquent la pente. Je vous rappelle, il n'y a pas de sentier. Ils attaquent la pente dans sa partie la plus abrupte. Et puis au bout d'un certain temps, assez rapidement, Pétrarque, lui, s'essouffle, souffre. Et alors, au lieu d'attaquer la pente directement, il cherche une voie plus plate, même qui descend, parce qu'il se rend compte qu'à la descente, on est mieux, quoi. Et puis, il se retrouve au fond d'une combe, il essaie de remonter, puis il redescend au fond d'un vallon. Et là, écoutez ce qu'il vit. Découragé, je m'assis au fond d'une combe. Là, mes pensées s'envolèrent, passant de considérations matérielles à des réflexions spirituelles. Je me dis, les épreuves que tu endures si souvent aujourd'hui, au cours de l'ascension de cette montagne, tu les rencontres aussi, toi comme les autres, sur le chemin de la vie éternelle. Mais sur ce chemin, il est moins facile d'en prendre conscience, car si l'on peut voir les mouvements du corps, ceux de l'âme restent invisibles et secrets. La vie que nous appelons bienheureuse est située en un lieu élevé. Une voie étroite, dit-on, y conduit. Bien des obstacles barrent cette route et il faut avancer par étapes, de vertus en vertus, en passant par d'éminents degrés. Le sommet est le but suprême, le terme de la route vers lequel tend notre voyage. Tout le monde veut y parvenir, mais, comme dit Ovide, vouloir est peu. Il faut pour désirer triompher ardemment. Alors, qu'est-ce qui te retient? Rien en vérité, si ce n'est la route facile et d'apparence plus courte des plaisirs terrestres les plus communs. Mais après avoir beaucoup erré, il te faudra choisir, accéder au bonheur éternel au prix d'énormes efforts, sottement différés, ou t'abandonner
dans le bas-fond de tes péchés. Stimulé par ses pensées, il finit par rejoindre ses amis au sommet de la montagne. Quand il arrive au sommet de la montagne, il fait le tour du panorama, il voit les Alpes, il se rappelle sa chère Italie, et puis il prend le livre que lui a confié Saint-Augustin, les Confessions, et il laisse le vent, il y a une petite brise, ouvrir la page que l'esprit lui soufflera. Et il tombe sur cette phrase: « Les hommes s'en vont admirer les cimes des montagnes, les flots immenses de la mer, le long cours des fleuves, les mouvements de l'océan et la course des astres, et ils se délaissent eux-mêmes. » Il arrête là sa lecture, stupéfait par cette coïncidence qu'il juge providentielle. Il ne peut plus ôter cette phrase de son esprit, persuadé qu'elle lui est destinée personnellement. Et là, il entame la descente. Il ne parle plus ni à son frère, ni à ses compagnons. Il descend et il arrive à l'auberge avant qu'on lui serve le souper. Il va dans sa chambre et il écrit le récit de son ascension à son confident, le moine Dionigo de Borgo San Sepolcro. Et il va lui raconter ce qu'il a vécu. Pétrarque n'est plus tout à fait le même. Il n'est plus tout à fait un autre, comme vous, quand vous aurez lu le récit de son ascension. Merci. Merci. Merci beaucoup, Bernard Mondon. Si vous êtes d'accord, Bernard, on va vous garder quelques instants pour une série de questions-réponses avec la salle. On a quelques minutes pour cela. Est-ce que j'ai tenu le délai? Parfaitement. Avec 53 secondes d'avance. Avec 50 secondes maintenant d'avance. Merci, Bernard. J'ai fait, alors, habituellement, pour monter au sommet du Ventoux, on monte à pied. Mais là, je peux vous dire que j'ai pédalé au maximum. Je laisse le micro pour quelques questions et des échanges avec Bernard Mondon. Madame, je viens vers vous tout de suite. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire passer à Madame derrière vous, s'il vous plaît? Oui, merci. Oui. Je voulais rappeler que ce magnifique récit de l'ascension du Mont Ventoux par Pétrarque a été mis en musique par Betsy Jolas, la grande musicienne. Il commence en When to Zoom Wokant, c'était magnifique. Et la création a eu lieu en Avignon, à l'église Saint-Didier. Voilà, donc Betsy Jolas, vous connaissez enfin sa réputation, grande musicienne. Qui était également la sœur de Tina Jolas, qui a été longtemps amoureuse d'un grand poète qui vivait pas très loin d'ici, René Char. À l'Île-sur-Sorgue. Donc, si vous voulez, voilà. Et la famille Jolas avait créé une revue très d'avant-garde, Transition, qui avait publié les grands poètes de l'époque. Donc, c'est cet arc qui est intéressant donc, à rappeler. Quoi. Voilà. Merci, madame. Oui. Mélanie, tu peux parler fort. Bernard, qu'est-ce que tu réponds à tous les détracteurs de Pétrarque qui nous disent non, c'est pas vrai, il a inventé son récit? Ah oui. Merci. Très bien, non, mais il y a très longtemps, une autrice italienne qui fait un mémoire de maîtrise, je crois, à l'université de Montpellier, est venue nous voir avec Paul Peyre en nous disant « Mais Pétrarque n'est jamais monté au Ventoux. » Alors, elle est italienne, et comme l'ascension du Ventoux dans la vie de Pétrarque compte beaucoup, ça devait l'ennuyer, et elle n'est pas la seule, que Pétrarque ait réalisé cet exploit, non pas en Italie, mais en France. Alors, moi, je dirais que c'est très facile, parce qu'elle dit qu'elle n'avait pas le temps dans la journée de faire l'aller-retour. Bon, ben, je suis désolé, il y a parmi vous de bons marcheurs, et monter de Malocène au sommet et redescendre le soir, c'est tout à fait faisable. Hein. Bon, à l'époque, ils n'avaient pas de chaussures à crampons, mais enfin, bon, ils savaient s'équiper. Et puis, moi, je vais vous dire, il y a un argument qui me paraît quand même important, très important, essentiel. C'est que dans sa lettre, que vous n'allez pas tarder à lire, c'est 11 pages, je vous en prie, il faut la lire. Dans sa lettre, il évoque, il fait le panorama, il fait le tour du panorama autour de lui, et quelqu'un qui n'est pas monté au sommet de cette montagne ne peut pas le décrire aussi précisément. Alors, la précision est... alors, il parle des Alpes, il parle des montagnes Dauphinées, il parle des Cévennes, il parle également... Bon, alors peut-être que... Je sais bien qu'en Italie, comme en Provence, on ne ment pas, on magnifie, mais il évoque la vue des Pyrénées. Bon, là, peut-être, où ce jour-là, le temps était vraiment très clair, ou bien alors, comme je disais... Il a peut-être un peu poussé
l'argument. Mais la description du panorama au sommet est telle qu'on peut difficilement imaginer qu'il ne soit pas monté. Et puis de toute façon, ça fait 7 siècles qu'on en parle, donc même s'il n'est pas monté, il est monté. Son âme est quand même là-haut. Une question, un apport, une célébration de Pétrarque. Je pensais que vous alliez me poser la question de savoir ce qu'était devenu Gérard quand même. Parce qu'on parle beaucoup de François, mais Gérard... Alors Gérard, il a fini par rentrer dans les ordres. Hein. Il est devenu chartreux et lui, il a accompli une carrière dans les ordres complète, alors que François, lui, il a fait des allers-retours, quoi. Mais bon, voilà, après, il fera de très nombreux et longs séjours à Vaucluse, où il va écrire le Canzionere, un florilège de poèmes dédiés à Laure, qui malheureusement mourra de la peste. Voilà. Il y a d'autres questions ? On parle de Pétrarque, mais à Fontaine de Vaucluse, dit le château de Pétrarque, est-ce qu'il y a habité ? Alors, c'est difficile à dire. Normalement, à l'époque, il est vraisemblable qu'il n'a pas habité un château. Mais bon, on a considéré, vous savez, il y a 7 siècles. Voilà. Je peux vous raconter peut-être une anecdote avant de terminer. Il y a quelques années, j'ai participé à une émission de télévision qui s'appelle Les Racines et des ailes. Et je souhaitais, le tournage a duré 3 jours, qu'on évoque pendant 20 secondes la présence, le passage de Pétrarque. Parce que vous savez, le Ventoux, c'est le Tour de France. Hein. Donc j'ai souhaité... Et la réalisatrice m'a dit, je vais appeler la production à Paris pour voir si le cahier des charges, mais je vais me renseigner, je te promets qu'on fera au moins 20 secondes. Quand je dis 20 secondes, à l'écran, hein, ça veut dire qu'on fait 3 minutes, il coupe. Premier soir, réunion, on ne m'a pas posé la question. On me dit demain. Le lendemain, demain. Et puis le dernier jour, j'ai dit, mais jamais on parle de Pétrarque. Elle m'a dit, écoute, j'ai appelé la production. Et ils ont eu peur, le jour du passage de l'émission à l'antenne, qu'ils soient assaillis de messages en demandant en quelle année Pétrarque avait gagné l'étape du Tour de France. Je vous promets que c'est vrai. Et je vais dire, ça me fait rire qu'à moitié. Je vous promets que c'est vrai. Voilà où on en est. Ceci étant, bonne soirée, merci.